Alors bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je ne parle pas très fort. Il faudra bien tendre l'oreille et ne pas trop parler entre vous. Donc Valérie Gluget, je viens du sud de la France, à Agde. Je suis nîmoise, gardoise. Et pour vous faire un petit résumé, hein, ma médiumnité en tant que telle, quand je dis médiumnité en tant que telle, c'est le contact défunt. Je l'ai vraiment, comment dire, j'ai commencé à le développer à partir de 2012. Donc ça fait une petite dizaine d'années. J'ai toujours eu des ressentis, j'ai toujours eu des flashs, donc voilà, mais j'aime bien rappeler rapidement ma petite histoire. À la base, je ne croyais pas, hein, je vais employer les vrais mots, je ne croyais pas qu'il était possible de communiquer avec les personnes décédées. Et finalement, là-haut, quand on doit faire ça, ils savent nous y emmener. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, ils m'y ont emmené d'une façon qui me correspondait sur le tard parce que j'avais d'autres choses à vivre avant. Voilà. Déjà pour moi, voilà, c'est assez rapide. Et ensuite, la médiumnité, quel rôle lui attribuer? En fait, j'ai tenu à comment dire, à ce thème parce que bien souvent, en tant que médium, quand on fait des conférences, on parle de nous, on parle du parcours, on parle de la médiumnité en tant que telle. Mais finalement, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, on donne la parole au public qui est là? Et je me suis dit non. Donc, voilà, pour les personnes qui viennent pour la première fois, si vous pouvez lever le doigt, ah, bien. Qui n'ont jamais assisté à une séance de médiumnité, vous avez assisté ou pas? D'accord. Qui n'ont jamais, allez, on lève le doigt encore, comme à l'école. Voilà, parce que ça va être un peu l'école, la conférence, hein. Ça va être interactif, donc vous allez réviser pour ceux qui ont l'habitude. Et justement, cette conférence, je l'ai voulu. Voilà, je vais vous poser des questions, je vais vous laisser y répondre. Et justement, pour les personnes qui connaissent bien la médiumnité, ça pourra donner à ceux qui viennent pour la première fois, qui ont peut-être encore peut-être des doutes, de voir les différentes formes de médiumnité, qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi ça peut servir, et tutti quanti, comme on dirait chez moi, hein. Donc, c'était surtout pour ça. J'ai aussi des écrits, parce que des fois, j'ai tendance à me perdre, et je ne voudrais pas vous perdre avec moi. Donc, c'est pour ça que je garde mes bases également, hein, donc, ne vous inquiétez pas si des fois, je lis. Je bois beaucoup, mais ce n'est que de l'eau, hein, de l'eau de là. Allez, j'y vais. Alors, en fait, par rapport à ce sujet aussi, j'ai envie de dire que bien souvent, enfin, ça c'est mon point de vue, c'est ce que je pense, on a peut-être tendance à essayer d'enfermer la médiumnité. Et moi, je voulais en fait lui rendre tous ces titres de noblesse et finalement vous demander à chacun, chacune ce que vous en pensez, hein. Donc, on va juste tenter de la décortiquer. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent la définition de la médiumnité? C'est interrogatoire cet après-midi, hein. Il en faut toujours un qui démarre, hein. Allez, personne connaît le terme de la médiumnité? Pardon? La définition? Oui? Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Ensuite, vous êtes timide, hein? Ah, oui, tout à fait. Entre quoi et quoi? C'est pas des questions pièges, hein, c'est vraiment pour justement vous donner la parole parce que j'ai envie de ça. Si vous voulez que je garde la parole toute l'après-midi, dites-le moi, je peux faire, hein. Mais je trouve que c'est bien. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Récepteur, émetteur. Voilà, on peut dire les deux. On va y arriver, hein, je sais. Alors en fait, la définition de la médiumnité, c'est une sensibilité particulière. J'aurais tendance à dire entre deux mondes. Quand je dis deux mondes, en fait, il n'y en a qu'un. Mais c'est cette capacité à faire justement l'intermédiaire entre les deux, que ce soit avec les défunts ou avec ce qu'on peut appeler les guides, la guidance, hein. C'est pas le sujet ici, mais est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est que les guides et la guidance? Parce que pour pas vous perdre, hein, surtout. Vous
Vous êtes vraiment timide, hein? Hein, c'est ça. Non, mais on va y arriver, hein, je le sais. La définition du médium, finalement, parce qu'il y a la médiumnité, il y a le médium. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un médium? Oui. Entre quoi et quoi? Oui. Ensuite, vous pouvez avoir une vision du médium même. Quand on vous dit médium, à quoi vous pensez, finalement? Hmm. Je vous laisse, hein, et après je reprends. Alors, voilà, c'est ça que je veux en fait. C'est qu'il y ait aussi, voilà, c'est pas pour elle, mais c'est simplement parce on peut avoir plusieurs définitions du médium. Euh, En fait, le médium, ça va être vraiment un lien entre deux. Donc, plutôt que de parler de voyance, ça sera plus de la guidance. Ce côté où finalement, la guidance aussi, c'est plus un côté à donner des outils aux personnes pour les accompagner, les aider. C'est-à-dire, on peut parler de voyance parce qu'on a quand même des flashs. Enfin, je vais toujours parler dans mon cas, hein, mais euh, donc il va y avoir ça. Après, madame, vous m'avez dit le don. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que c'est un don, je crois qu'on le ramène beaucoup, le don, à un côté religieux, alors que je pense qu'effectivement, on est doué pour ça, entre guillemets. Un don, ce n'est pas forcément religieux, ce n'est pas un gros mot non plus. Or, à aujourd'hui, on a l'impression que ça devient un gros mot dans le milieu parce qu'on serait des élus. Et moi, je ne le mets pas du tout par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on a un musicien, quand on a un footballeur, il y a des personnes qui sont douées naturellement, d'accord, pour taper dans un ballon, pour marquer un but, pour jouer une belle mélodie, pour faire de très beaux dessins. Donc, on peut parler de quelque chose quand même d'inné, quelque chose qu'on a en nous, qu'il faut travailler, parce que je pense qu'il faut quand même le travailler, comme un footballeur professionnel qui va passer son temps, comment dire, à s'entraîner pour avoir de très bons résultats. Après, il y a cette notion aussi que par rapport au fait de don, euh, donc on n'est pas des élus, hein, moi je ne le mets pas du tout là-dessus, on a tous de l'intuition, je veux dire, quelles sont les personnes ici qui n'ont pas eu un jour une intuition qui s'est révélée exacte? Qui n'a pas entendu une petite voix à l'intérieur de lui? Levez le doigt s'il y en a à qui ça n'est jamais arrivé. Vous voyez, c'est arrivé à chacun, chacun d'entre nous. Donc après, la différence, c'est qu'il y a des personnes pour qui le chemin est fait comme ça, c'est-à-dire ce côté à continuer dans la médiumnité, à être là devant vous, comme il y a des footballeurs, excusez-moi de toujours reprendre le foot, mais on est en plein dedans, mais qui finalement vont avoir des capacités extraordinaires, où finalement ils auront des compétences beaucoup plus développées que certains, c'est-à-dire on est tous capables ici de jouer au ballon, de tirer, de taper dans un ballon, pardon, mais est-ce que nous serons tous un jour footballeurs professionnels? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Parce que c'est ça aussi, hein, c'est le débat. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent différemment par rapport à ça? Non? Vous avez le droit, Justement, exactement. Parce qu'en fait, le but de cette conférence, c'est surtout ça aussi, hein, et vous verrez après. Donc, est-ce que vous connaissez les différentes formes de médiumnité? Alors, clairaudience. Qu'est-ce que c'est pour vous, madame, la clairaudience? Pour expliquer aussi aux personnes, hein. Vous entendez rien? Voilà, petite voix intérieure. Voilà, il faut parler plus haut, comme moi. Ouais, non, c'est ça, la petite voix. La clairaudience, oui. La clairvoyance, pareil. Et oui. Moi, finalement, je vous laisse la parole comme ça. Il y a ça, la clairvoyance, oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre.
La clairaudience, en fait, je vais toujours parler dans mon cas, hein, parce que souvent, vous devez vous interroger peut-être comment ça fonctionne. Donc, la clairvoyance, ça va être à des moments, je peux entendre une voix clairement comme je vous entends vous. C'est pas tout le temps. Ça peut être à des moments spécifiques, ça se maîtrise pas. Ensuite, ça va être surtout dans la tête, hein, c'est-à-dire comme des voix qu'on entend, parce que même à l'intérieur de la tête, on peut avoir ce côté un peu timbre de voix, c'est-à-dire que c'est avec des vibrations, hein, les résonances, de dire ben, telle la personne avait une voix plutôt grave, plutôt aiguë, plutôt rauque. Donc ça, on peut le ressentir et entendre. La clairvoyance, en fait, ça va être le fait de voir, hein. D'ailleurs, il y a voyance dedans. Donc, il y a les médiums également qui vont voir comme je vous vois, d'accord? Moi, c'est pas du tout comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas une de mes capacités essentielles. Je vois, parce que je peux pas dire que je vois pas, parce qu'à un moment donné, on va me montrer des images, mais je vais pas voir les défunts comme je vous verrai, sauf à un moment donné. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est de la clairvoyance, voilà, parce qu'à un moment donné, on voit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ça, vous pouvez, hein, c'est vraiment un échange. Alors, clairaudience, clairvoyance, ensuite. Pardon? L'écriture, exactement. L'écriture, voilà. Vous avez l'écriture, voilà, les deux. Écriture automatique ou inspirée. Est-ce que vous connaissez l'écriture automatique inspirée et la différence entre les deux? Non? Voilà, et exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'écriture automatique, et on va en revenir à un célèbre médium brésilien, Chico Xavier, des fois j'ai du mal à le dire, Chico Xavier qui faisait beaucoup d'écriture automatique, c'est-à-dire qu'en fait, il était assis, une personne était assise à côté de lui, lui passait des feuilles blanches et lui, il écrivait vraiment très rapidement, c'était automatique en fait, les yeux fermés, mais automatique. Et ensuite, et d'ailleurs, j'ai une anecdote que j'aime beaucoup de Chico Xavier. Euh, il y avait une personne qui s'occupait de lui, hein, quand il avait un peu avancé dans l'âge. Et un jour, il avait dit qu'il partirait parce que la personne qui s'occupait de lui s'inquiétait. Il lui avait dit de toute manière, je partirai le jour où tous les Brésiliens seront heureux. Parce que Chico Xavier était un Brésilien. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est quand même waouh, quoi. Quand on vous dit je partirai, je m'en irai le jour où tous les Brésiliens, c'est un peu audacieux comme réplique. Exactement, exactement. Et en fait, Chico Xavier est parti, donc je ne sais plus en quelle année, il est parti le jour où les Brésiliens ont gagné la Coupe du Monde. Et quand on sait que le football au Brésil, c'est quand même quelque chose enfin, qui fait partie de la culture, en fait, tous les Brésiliens, effectivement, étaient heureux. Et ensuite, donc, il y a l'écriture automatique, l'écriture inspirée. Donc, l'écriture inspirée, ça va être où finalement on écrit et on entend. C'est-à-dire, on sait ce qu'on va écrire. D'accord? On entend dans la tête, hein, c'est-à-dire que c'est des formes pensées. Et là, on écrit et du coup, ça peut aller rapidement, mais peut-être beaucoup moins que l'écriture automatique qui, en fait, on ne sait pas ce qu'on écrit et on ne sait pas avec qui on est. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Parce que c'est vraiment le but, hein. Ensuite, clairaudience, clairvoyance, écriture. Pardon? Alors, le pendule, moi je dirais que c'est plus, comment dire, un support. Il y a des personnes hein, qui l'utilisent pour avoir des messages, mais après, vous me direz que le stylo aussi, hein, c'est, comment dire, c'est un support, mais par contre, euh, comment, avec le stylo, des fois, surtout pour l'écriture automatique, on ne sait jamais quand on va le faire. Tandis que par rapport à un pendule, on le prend. Et souvent, au pendule, on pose des questions. Je sais qu'il y a des personnes hein, qui communiquent comme ça,
mais je dirais que c'est beaucoup plus un support comme des cartes pour un voyant. Voilà. Hein. Ensuite, il y en a d'autres, hein? La TCI. Vous connaissez? Qui connaît la TCI? Qui ne connaît pas la TCI? D'accord. Donc la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui communiquent, et là c'est pareil, hein, c'est un support, mais bien souvent c'est quand même des médiums hein, qui font, mais c'est surtout, comment dire, des messages qu'on reçoit de l'au-delà, plus comme des preuves, où finalement on va mettre un enregistreur avec un fond de radio, c'est ce qui se faisait beaucoup avant, avec souvent des fréquences étrangères, pour finalement arriver à bien reconnaître ou à entendre les voix. Ça, c'est vraiment un travail de patience, vraiment quoi. Moi, je pense que je ne serais incapable de le faire, et bravo aux personnes qui le font. Et en fait, c'est ça, c'est de la transcommunication instrumentale. Ça peut arriver également des fois sur la télé où vous allez avoir des visages, mais ça, on parlera peut-être plus de manifestation. Hein, c'est pas une forme de médiumnité, c'est plus de la manifestation. Est-ce que c'est clair pour vous la transcommunication? Ensuite, ne vous endormez pas, je vous vois. Hein. Il y en a encore, hein, il y en a. Il y en a. Alors? Passeur d'âme, c'est comment? C'est de la médiumnité. C'est de la médiumnité, c'est un ressenti. Je pense que c'est plus un ressenti. Enfin, il y en a qui voient, mais là, c'est plus un côté d'aide aussi. Vous voyez, ce côté à faire passer, comment, il y a de la communication entre eux, hein, mais voilà. C'est un passeur d'âme, oui, c'est une forme de médiumnité, c'est de la médiumnité. Mais après, c'est bien plus spécifique parce que je crois qu'en tant que... Pardon? Non, l'astrologie, non. L'astrologie, c'est plus, comment dire, on travaille sur des thèmes, on apprend. Vous voyez, on étudie l'astrologie. Hein, il faut être passionné, il faut... donc, c'est... l'astrologie, non, c'est plus une sorte de divination, si je peux dire. Hein, voilà. On est plus dans la divination. Tout à fait. Donc la transfiguration, par la transfiguration, on peut dire aussi incorporation. Est-ce que vous connaissez? Si vous pouvez juste écouter, partageons tous ensemble. Alors la transfiguration, pardon, et l'incorporation, en fait, c'est pareil. Il y a des médiums qui travaillent de cette façon-là, mais qui sont très très rares. Hein. C'est-à-dire que l'incorporation, en fait, c'est le défunt qui va passer à travers le médium. Le médium, en quelque sorte, s'écarte hein, et le défunt prend possession. J'aime pas le mot possession. Voilà, c'est lui qui finalement dirige, où il va y avoir des expressions, il va y avoir dans la gestuelle. En fait, le médium va reproduire exactement ce qu'était la personne quand il était toujours là. Hein. Et des fois, c'est voilà, la transfiguration, pourquoi? Parce que ça va être sur le visage où on va reconnaître des mimiques, on va reconnaître un sourire, alors que le médium ne ressemble absolument pas à la personne décédée. Mais par contre, vous allez le reconnaître par rapport aux mimiques et à la gestuelle. C'est pour ça qu'on parle de médium à incorporation, parce que là, dans la médiumnité, vous verrez tout à l'heure, il me montre, enfin, ça, alors que là, c'est carrément le médium qui parle au nom de la personne, hein, comme s'il s'adressait à vous directement. C'est ça, exactement. Médium à incorporation, c'est-à-dire qu'elle prend vraiment voilà, le côté, les mimiques, la gestuelle, un peu tout. TCH, moi je dirais plus que c'est expérimental.
Attends, je dirais que c'est expérimental. Pourquoi? C'est pas un jugement, hein. C'est-à-dire qu'en TCH, pardon, il y a quand même derrière la notion d'hypnose. D'accord? Donc, on hypnotise pour vous permettre, vous, à un instant T, de, comment dire, communiquer avec votre défunt. Mais là, c'est plus, comment dire, on vous dirige. C'est pas quelque chose qui descend d'en bas pour venir à vous. C'est plus qu'on vous monte en haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on monte vos vibrations. Je suis pas une experte, hein, mais par rapport à ce que j'ai, c'est plus on vous monte vos vibrations. C'est paradoxal ce que je vous dis, parce qu'on vous les monte, mais en même temps, on fait en sorte que vous soyez détendu de chez détendu. Je l'ai fait, hein, la TCH, j'ai fait l'expérience. Et en fait, moi, je dirais que c'est plus une forme d'expérience. La médiumnité, les formes de médiumnité, je dirais que c'est plus quelque chose au quotidien, quoi. Quelque chose qui fait partie de la vie du médium. Voilà. Même si on a tous des petites capacités, des ressentis, mais après la TCH, pour moi, c'est un peu plus une forme d'expérimentation pour accompagner des personnes à pouvoir avoir leur propre contact avec les personnes de l'autre côté. Et on n'est pas dans une forme où, enfin, j'espère que tout à l'heure ça se passera bien parce que je suis toujours comme ça avant, mais où là, c'est moi, je suis là, je suis vraiment, vous voyez, ça descend. Et après, moi, je vous le restitue par mes formes de médiumnité qui vont être la clairaudience, clairvoyance, un peu ces formes-là. D'accord? Ou pas? Madame, ça. Alors, le Ouija, moi, j'aurais tendance à dire que par rapport à la médiumnité, le Ouija, j'en discutais justement avec une personne, un président d'association par rapport à ça. Moi, le Ouija, c'est pareil. J'aurais tendance à dire que c'est une forme de communication avec l'autre côté, que ce soit avec les guides ou que ce soit avec les défunts, et c'est un support. Et là, c'est pareil. J'aurais tendance à dire que finalement, le Ouija, on est quand même dans quelque chose d'expérimental, où finalement, on se met tous autour d'une table et quelque part, on quémande, on note, quoi. Mais de là à dire que c'est une forme de médiumnité, c'est plus un support pour moi. D'accord? Ça, c'est, voilà, par rapport. Mais c'est toujours pareil. Quand je dis que ce qu'il faut, parce que le Ouija, c'est pareil, c'est décrier quand même, hein, c'est beaucoup décrier. Attention, surtout pas. Enfin, il y a aussi derrière tout ça une notion de peur, hein. On aime bien créer la peur chez les personnes, hein. Et moi, j'aurais tendance à dire que ce qui est le plus important, c'est l'intention. Pourquoi vous le faites? Comment vous le faites? Et est-ce que vous le faites avec amour? Parce que d'un côté, si vous faites du Ouija juste pour vivre une expérience, pour voir si c'est vrai, si ça existe, si ça n'existe, là, vous risquez de vous attirer les foudres parce que vous ne le faites pas dans un côté vraiment, comment dire, entre guillemets, avec amour, quoi. Enfin, ce côté, et c'est hyper important, je pense, dans la médiumnité, ou quand on touche un peu au spiritisme, à tout ça, quoi. C'est l'intention. Et je dirais que c'est un support. Oui, le Ouija. Alors, le Ouija, en fait, enfin, ça date de très loin. C'est en fait une planche. Vous avez une planche avec des lettres. Vous connaissez, ça se faisait beaucoup au spiritisme, les tables tournantes, ou des fois quand on prenait un verre, vous voyez. En fait, le Ouija, c'est un peu ça. Vous avez une planche avec l'alphabet, quoi, les lettres alphabétiques. Et souvent, on pose une question où on attend que quelqu'un se manifeste. Et vous êtes 3, 4 ou 5 sur ce qu'on appelle une goutte. Et en fait, vous avez le doigt à peine sur la goutte, hein, et ça bouge. C'est-à-dire que ça va aller vers le A, vers le B, et ça forme des mots, ça forme des phrases. Et là, c'est pareil, il faut être hyper patient. Et voilà, c'est un entraînement aussi. Je connais des personnes, hein, notamment un président de l'association qui le fait couramment. C'est une façon pour lui d'exercer aussi le spiritisme et qui en fait le fait très très bien, quoi. Et où il n'y a pas de mauvaise surprise parce que l'intention est bonne. Voilà. C'est clair pour... Est-ce
Est-ce que jusque-là, vous partagez pas, vous êtes d'accord, pas d'accord? C'est vraiment pour échanger autour de tout ça, hein, vous donner la parole, parce que moi, j'ai pas la vérité, hein, je ne détiens pas la vérité. Hein. D'accord? Ça fait partie d'une des vérités. Ensuite, il en manque encore. Les rêves prémonitoires. Alors, il y a des médiums qui fonctionnent beaucoup avec les rêves prémonitoires. Ça peut être une forme de médiumnité, oui. Mais après, est-ce que c'est courant? Ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je ne mettrai pas sous une forme de réception de médiumnité. Parce que la médiumnité... Pardon? Allez-y, allez-y. Sans que ce soit des rêves prémonitoires, mais des rêves extrêmement forts où vous allez à côté de la personne, une personne décédée de votre entourage. Et vous avez vraiment, comme vous l'avez dit, l'impression d'abord que vous faites des gestes envers cette personne et quand vous arrivez pour coucher, vous vous réveillez à ce moment-là. Alors là, moi, je dirais que c'est vraiment une rencontre. Surtout quand dans votre rêve, vous savez que la personne n'est plus là. C'est-à-dire, je le rêve, j'ai conscience qu'en fait, quand je vais me réveiller demain, ben, cette personne, elle n'est plus là, quoi. Elle nous a quittés. Et en fait, là, c'est vraiment une rencontre. Quand vous le vivez, c'est ce qu'on peut dire un songe, quoi, où vous rencontrez votre défunt. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Ensuite, il en manque, hein? Ça fait partie. C'est, voilà, il y a ce côté olfactif. Ouais. Donc avec les supports, l'orage, le métal. Alors là, on est beaucoup plus dans le côté divination, j'aurais envie de vous dire, voyance. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe de plus en plus comment dire, d'oracles, hein, ou messages de vos défunts, messages de... Et apparemment, enfin moi, je n'ai jamais utilisé, hein, mais ça fonctionne, mais là, on est plus quand même dans une forme de médiumnité guidance. Voilà. Mais pas contact défunt, quoi. Contact défunt, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'instant T où on réceptionne et on transmet. Hein, c'est vraiment cette notion de réception-transmission. Il en manque toujours. Mais là, c'est dans la définition de la médiumnité. Comment? On est bien toujours dans la définition de la médiumnité. Non, là, on est dans les différentes formes de médiumnité. Les différentes formes de médiumnité. Comment on reçoit. La méditation? Méditation, non, je dirais pas. Non. Méditation, c'est vraiment quelque chose à la base pour vous faire tomber, quoi, c'est-à-dire à vous relaxer. Je suis très mauvaise en méditation, hein, mais j'ai beaucoup de mal. Mais c'est vraiment un côté où justement on vous fait tomber. Après, vous pouvez avoir des choses parce que vous êtes tellement bas, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est pas θ ou alpha, θ. Voilà, je ne suis pas une spécialiste. Voilà, dans un état modifié. Vous donnez votre langue au chat? Non, allez-y, madame. Est-ce que la canalisation fait partie de la médiumnité? Ah ben oui. Ben oui, parce que finalement, on canalise, on ne fait que ça. Parce qu'en fait, d'ailleurs, le médium, on dit souvent que c'est un canal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, en fait. Hein, le médium, en fait, c'est l'intermédiaire au milieu. En fait, médium, c'est ça, quoi, c'est le milieu intermédiaire. Et donc, on canalise puisqu'on réceptionne tout et on remet. Alors ensuite, vous allez avoir la clairsentience. Qu'est-ce que vous... Pour vous, c'est quoi la clairsentience? Alors en fait... Exactement. C'est-à-dire que les défunts, ils peuvent venir de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'un défunt, dans mon cas, hein, je parle toujours pour moi, hein, je ne vais pas faire et moi, mais c'est moi qui suis là. Donc, et c'est ma façon de canaliser, donc on va dire. En fait, même défunt, il va venir soit par la clairaudience, soit par la clairvoyance,
soit à un moment donné, pour bien faire sentir qu'il est là, il va me faire passer ses douleurs. C'est-à-dire que je vais ressentir la douleur, de quoi il est parti. Ça va être aussi les émotions. C'est-à-dire quelqu'un qui, ça m'est arrivé une fois hein, où j'étais dans une conférence, et d'ailleurs c'était au tout début, hein, je démarrais, et à un moment donné c'était une fille, et je m'adressais à sa maman, et je commence à lui transmettre le message, et je me mets à pleurer. Je peux vous dire que j'étais vraiment mal à l'aise, quoi, parce que même moi je me suis excusée auprès de la maman, quoi. Hein. J'ai excusé moi. Voilà, je n'ai pas réussi à retenir. Je dis, c'est l'émotion. Et la maman me dit non. En fait, elle est partie comme ça. Elle est partie en pleurant. C'est-à-dire que là, c'était vraiment la fille qui m'avait donné toutes ses émotions et la façon dont elle était partie. Voilà, donc la clairsentience, c'est ça. Ça va être les douleurs, ça va être aussi quelqu'un qui ne parlait pas, quelqu'un qui était coléreux, peut-être quelqu'un qui... mais ça, on va le faire ressentir, quoi. Voilà, c'est vraiment de passer par ce côté-là. Est-ce que vous en voyez d'autres? Exactement. Après, il va y avoir les formes de médiumnité artistique. Voilà. C'est-à-dire que dans l'artistique, vous allez avoir des personnes qui, du jour au lendemain, vont savoir jouer du piano. Vous me direz, on ne donne pas de message à quelqu'un, mais qu'on le veuille ou pas, on réceptionne quelque chose dont on n'a jamais été un adepte enfin, et pour lesquels on ne s'est jamais intéressé, pour laquelle on ne s'est jamais intéressé. Et finalement, du jour au lendemain, certaines personnes peuvent devenir de très bons peintres, de très bons musiciens, où en fait c'est un art artistique, quoi. Et c'est une forme de médiumnité parce que finalement, de l'autre côté, il y a sans doute un peintre, quelqu'un qui a envie de s'exprimer, de passer des messages de cette façon-là. C'est toujours le lien. Voilà. Tout à fait. Après, c'est ça, vous voyez, c'est un peu comme la médiumnité, c'est pareil. La médiumnité, il y a certains médiums qui ont ça depuis qu'ils sont tout petits, qui ont une super mémoire, parce qu'ils se rappellent qu'à 2 ou 3 ans, ils voyaient telle chose, telle chose, telle chose. Puis il y a des médiums qui vont, que ça va se déclarer lors d'un choc ou subitement du jour au lendemain. D'autres médiums, dans mon cas, où en fait j'ai toujours eu des sensibilités depuis toute petite, mais moi je n'ai pas cette mémoire-là de dire c'était à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Je me souviens juste qu'il y avait certaines choses. Et ensuite j'avais beaucoup de flashs, j'avais beaucoup de ressentis. J'avais vécu des expériences avec des personnes décédées de mon entourage. Euh, J'avais vécu, mais je n'y avais pas porté d'attention. C'est-à-dire, je le vis, ok, j'en parle à mes parents, je passe à autre chose. Et c'est bien plus tard, hein, c'est-à-dire donc en 2012, et j'ai commencé à m'y intéresser fin 2010, 2011, où là je me suis dit, bon, vous voyez, j'ai eu cette envie finalement d'essayer de m'intéresser à l'écriture automatique. Qu'est-ce que c'est? Puis entre-temps, on m'avait appris que j'avais du magnétisme. Donc je commençais à m'intéresser à tout ça. Je me rappelle aussi à l'époque, j'allais voir un ami qui est voyant médium et magnétiseur. Et tout le temps, je lui posais la question. Alors, je suis voyante? Parce que moi, c'était plus le côté voyance, hein, parce que médiumnité, c'était pas. Enfin, je ne savais même pas que ça existait. Et lui, il me regardait tout le temps, il me disait plus tard, plus tard, plus tard. Parce que pour lui, ce n'était pas le moment pour moi de le développer, parce que j'avais d'autres choses à vivre. Et je crois que quand c'est vraiment le moment, malgré que je peux dire que ça a toujours fait partie de moi, hein, parce que quand je parlais à des personnes, mais moi j'avais l'impression de les conseiller. Et en fait, je faisais bien plus que les conseiller, parce qu'en fait, je voyais. Enfin, voilà. Et après, c'est vraiment, donc en 2011, j'ai 40 ans, quoi, à la quarantaine, que vraiment là, ça a commencé à s'imposer à moi.
Voilà, et d'une façon bien particulière. Parce qu'autrement, il savait que je ne serais pas allée. Voilà. Est-ce que c'est bon jusque-là? Vous commencez à vous endormir? Non. Ça va. Alors pour vous, est-ce que la médiumnité est maîtrisable? Ah, j'ai oublié une forme de médiumnité, pardon. Il y en a une dernière, enfin pour moi, hein, à mon sens, hein, que j'ai notée. Ah oui, ah oui, oui, oui et non. Parce que une fois qu'on fait de la médiumnité, on peut la faire en visu ou à distance, ça ne change rien en fait, hein. C'est exactement pareil. Et dans mon cas, je préfère à distance, vous voyez. Exactement, thérapeutique en fait, hein. C'est-à-dire la médiumnité où en fait vous allez avoir le côté, enfin, je veux pas faire de case, hein, mais comment dire, ce côté où en fait en magnétisme on est guidé. On peut dire qu'on est guidé. Il y a des personnes qui, certains quand ils vont démarrer au départ, ça va être beaucoup plus protocolaire, ce que j'ai appris quand on veut devenir magnétiseur, hein, c'est ce que je veux dire. Quand on veut, finalement, on va apprendre, on va faire des passes parce que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'en fait, quand il y a le côté magnétisme, on en a tous, mais d'une façon beaucoup plus, comment dire, présente et naturelle, entre guillemets, hein. C'est ce côté où finalement, vous allez faire des choses et vous ne savez même pas vous pourquoi vous les faites. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va vous dire qu'elle a mal là, et vous allez lui mettre la main là. Mais là, elle vous dit non, mais c'est pas là. C'est pas là que j'ai mal, c'est là. Mais vous allez là parce que finalement, on vous emmène là parce que tout est lié. Et en fait, on est guidé, quoi. C'est-à-dire que même moi, ça m'est arrivé par rapport quand, enfin, je suis une ancienne chef d'entreprise et quand j'avais certains de mes collaborateurs qui avaient mal, à un moment donné, une de mes collaboratrices avait mal à la cheville. euh, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, je mettais, à un moment donné, je faisais ça, tourner la cheville. Je ne sais même pas pourquoi je lui disais ça, quoi. Mais toujours est-il que quelques minutes après, eh ben, ça allait beaucoup mieux. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est simplement qu'on m'avait guidée, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce côté à me faire faire des choses que de moi-même, je n'aurais jamais fait. Voilà. Exactement, tout à fait, c'est ça. Ce côté à vous guider pour... tout à fait, exactement. Donc c'est une forme de médiumnité et il y a certains magnétiseurs, ceux qui ne font que ça, j'entends, hein, qui ont le côté aussi de plus en plus ben, finalement à ressentir des personnes, à communiquer aussi avec les défunts. Vous voyez, c'est un peu inversé, c'est-à-dire qu'à la base, ce sont des magnétiseurs, mais qui commencent à réceptionner aussi. Et finalement, thérapeute médiumnique, pardon, je pense que nous le sommes tous, parce que quelque part, même le fait de donner des messages, je pense que c'est une forme de thérapie, entre guillemets, médiumnique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes timide, hein? Vous n'avez rien à dire? Rien à ajouter? Mais non, je crois pas. Ensuite, est-ce que pour vous, la médiumnité est maîtrisable? Oui et non. Ah, là, on est à l'école hein, cet après-midi, hein. C'est contrôle. Ça dépend du degré de médiumnité que vous avez. Si vous êtes émetteur-récepteur, vous êtes capable de couper complètement. De toute façon, quand vous avez des flashs, quelquefois, c'est que vous êtes homme et vous les recevez. Tout à fait. Si vous mettez en off, en principe, vous ne devriez pas les recevoir. Ça dépend dans quel état vous êtes. Tout à fait. Mais après, moi, j'aurais tendance à dire que la médiumnité ne se maîtrise pas. C'est mon point de vue. C'est moi. Pourquoi? Vous n'êtes pas curieux? Ah.
En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, là, je ne sais pas, je suis avec vous, on fait la conférence, mais tout à l'heure, eh bien, je ne sais pas si j'aurai des messages. Je ne sais pas de qui et je ne sais pas comment. Donc, c'est-à-dire que là, elle ne se maîtrise pas. C'est-à-dire que ça vient vraiment... Non, mais vous comprenez le côté où finalement ça vient à nous. Après, là où je vous rejoins, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où on peut couper. C'est ce que je disais. Enfin, euh, moi, quand je suis à l'extérieur, même là, hein, pour moi, je vois personne. Je vois personne. Quand je suis à un repas ou quelque part, je n'ai rien. Parce que déjà, je pense qu'à la base, j'ai un côté assez terre à terre et que je suis ici et maintenant. Voilà. Je suis avec vous, je ne suis pas avec eux. Et il y a ce côté où peut-être que c'est moi qui me coupe ou qui finalement les ignore sans m'en rendre compte. Vous voyez, enfin, parce que c'est un peu moi aussi, hein, je suis toujours en apprentissage. Hein. Je dis qu'on a toujours à apprendre de ce milieu-là et voilà. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas maîtrisable parce que finalement, on ne sait jamais. On ne sait jamais si on va la voir pendant tant de temps. On ne peut pas dire, je ne peux pas. Vous savez, là, on est aujourd'hui une trentaine. Ça ne veut pas dire que j'aurai 30 messages. Vous comprenez? Je mentirais que de vous dire, je peux vous donner un message à tous. Parce que déjà, de l'autre côté, c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent, j'aurais envie de dire, leur transmetteur. Parce que peut-être que j'ai une tête qui ne leur revient pas. Peut-être que j'ai une énergie qui ne leur revient pas. Et vous pourrez venir, madame, me voir 20 fois. Et bien, 20 fois, vous n'aurez jamais de message. Non, mais je vous prends vous, mais vous voyez, et c'est à partir de là qu'on peut dire aussi que ça ne se maîtrise pas. Non, mais après, il y a pour X raisons. Mais là, c'était pour amener une petite touche d'humour, mais voilà, pour dire qu'il y a X raisons, mais c'est pour ça que quelque part, on ne le maîtrise pas. On ne le maîtrise pas. Là, c'est plus le doute. Pardon? C'est plus le doute, là, de savoir si vous allez être récepteur. Moi? Oui. Ah oui, toujours. Toujours. Ben oui. Et oui. Parce que je sais pas, c'est un peu, enfin, quand on en parlait, hein, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais j'espère qu'ils seront là tout à l'heure, mais voilà, il y a toujours cette incertitude quand même. Cette incertitude, ou même en consultation privée, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que des fois, moi, je préfère travailler par téléphone qu'en visu, pour éviter de faire venir les gens au cas où. Voilà. Il y a une forme d'anxiété de faire le don. Non. Pour ma part, non. Non. Il y a des moments où on a quand même ce sentiment d'être au repos, vous voyez, où finalement, il se peut que je ressente moins, que j'ai plus rien, vous voyez, où ce côté un peu néant, mais c'est une mise en repos et peut-être des fois aussi pour faire, comment dire, pour développer un peu plus la médiumnité, comme si on passait finalement un grade, quoi. Enfin, quand je dis un grade, c'est, ben, voilà, gradué, quoi. Hein. Donc, le grade, c'est ça. Bah, Après, les défenses, il y a une grâce parce qu'il va gagner votre je pose jamais de questions. Jamais. Non, non, c'est parce que, voilà, comme on disait, c'est par rapport à l'énergie, parce qu'ils ont autre chose à faire. Une chose qui est importante aussi, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir le message. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire il ne faut pas dire, il n'est pas venu. Si, admettons, vous avez eu, enfin, c'est la vie, quoi. Des fois, on peut avoir des heurts avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, avec les personnes très, très proches. Mais c'est pas par rapport à ça qu'ils ne viennent pas. C'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas prêt. Vous pensez être prêt, mais vous ne l'êtes pas. Voilà. Ça peut arriver aussi. Hein. Vous savez, moi, une fois, dans une association, je me suis pris les foudres d'une dame. Ça fait bizarre, je peux vous le dire. Hein. Et finalement, après, j'ai eu sa fille au téléphone et j'ai compris que cette dame n'était pas prête. Et de deux, avait peut-être peur d'entendre des vérités devant tout le monde. Et dans ce cas-là, moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas venir en conférence publique parce que vous ne savez jamais ce qui va vous être dit. Et nous non plus.
c'est vrai qu'on peut filtrer, parce qu'il y a des choses qu'on ressent qu'il ne faut pas dire devant tout le monde, quoi, afin de dire, vous voyez, je peux vous dire, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Je ne vous dirai pas le pourquoi du comment, mais c'est un peu ça, quoi. Je rebois, j'ai soif. J'ai la gorge sèche. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous apprenez des choses? Super. Alors, de par ces messages délivrés, de par les messages délivrés par le médium ou par la médiumnité, peut-on parler d'espérance? C'est des questions que vous pouvez développer, hein? Tout à fait. D'espérance de vie de l'autre côté. Ensuite, par exemple, là c'est vraiment personnel, hein, tout ce que je vous demande, hein. Est-ce qu'on peut parler d'apaisement? D'accord. De réconfort? De guidance? De bienfaisance? C'est peut-être moi qui ai inventé le mot, hein. Si vous ne le connaissez pas, c'est que c'est moi qui l'ai inventé, hein. Mais on le garde, hein. D'un fil conducteur pour nous guider vers un après. Alors là, on pourrait presque faire un exercice de philosophie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Tout à fait. Tout à fait. Mais après, pour nous guider vers un après, est-ce que c'est pas d'une certaine façon de nous préparer aussi à ce qu'il peut y avoir après? Tout à fait, parce qu'il y a des personnes qui, et je le conçois puisque je faisais partie de ces personnes-là, hein, qui ne croyaient pas, bien que moi, je m'étais toujours dit, on ne peut pas être et ne plus être. Quel intérêt, quoi? C'est pas possible, on ne peut pas venir là, mourir, et après plus rien, le néant, je trouvais ça complètement, excusez-moi le terme, mais couillon, quoi. Quel intérêt? Voilà, hein. Et donc, ça peut justement les personnes un peu fermées, un peu leur dire, ben, peut-être que de l'autre côté, il y a quelque chose, quoi, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes, même peut-être parmi vous aujourd'hui, hein, qui ont quand même des doutes, qui sont là et qui vont peut-être ressortir et se dire, ben ouais, finalement, voilà, ça peut exister. Après, il y a assez de témoignages de gens qui ont fait des vélos ou amis et qui sont concordants sur ce qu'ils ont vu ou ressenti. Tout à fait. Mais est-ce que ça suffit à convaincre? Non, parce que voilà, aussi, exactement. Tout à fait, tout à fait. Mais ça peut aussi. Une ouverture d'esprit. Alors, faut-il émettre des réserves sur la médiumnité ou sur les médiums, hein? Qui dirait oui? Moi, je dirais que le message du médium, ça peut être une indication, quelque chose qui indique quelque chose, mais c'est pas une vérité absolue. Parce qu'on n'a pas la totalité de l'objectif du fonctionnement. Tout à fait. Et c'est quelque chose à un moment donné qui arrive. Qui peut être utile, qui va avoir, ou peut-être qui peut être faux, enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pas la vérité absolue. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des personnes, hein, qui sont d'accord? C'est vraiment, hein, pour vous donner la parole, hein, voir ce que ça vous apporte à vous, la médiumnité, et le rôle que vous pouvez lui attribuer, et sans être, comment dire, enfermé dans des vérités détenues par des élus, quoi, si je peux dire. Peut-être aller un peu loin là, mais pardon? Tout à fait, complètement. Ça, c'est un autre sujet, mais je suis tout à fait d'accord. Oui, pardon.
Quand vous dites quand tu dis la personne, pardon, c'est le médium, une personne qui... En tant que, comment dire, si c'est toi qui reçois le message, oui, oui, oui. Alors, vraiment vrai, oui, oui, ça se peut. Ça se peut. Après, si c'est en salle comme ça, est-ce que finalement, parce que ça peut arriver, c'est-à-dire que moi, je vais prendre la photo, je vais m'adresser à toi, toi, ça ne va pas te parler, mais à côté, elle va me dire, oui, ça me parle. Donc, finalement, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être celui de derrière qui est malin, il passe devant, et nous, comme c'est sur photo, je vais, tu vois, c'est un peu comme si des fois je suis en train de te faire un contact, je vais avoir un prénom qui vient, ça ne va pas te parler. Par contre, si ça parle à quelqu'un à l'assemblée, n'hésitez pas à lever la main, parce que finalement, c'en est un qui a tapé l'incruste, quoi. Allez, hein, je suis là, voilà. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'il faut émettre des réserves sur sa véracité? Ça rejoint un peu ce qu'on dit là, hein, voilà, ce côté. Donc, oui ou non? Oui, après ça c'est vraiment le côté... Elle n'est pas en train de me dire ce que j'ai envie d'entendre, donc c'est pas vrai, hein, c'est ça. Hein, parce que ça aussi, c'est sur son intégrité. Ça rejoint aussi ce que tu disais, hein, de par la portée de ces messages qui ne sont toujours pas à la hauteur des attentes et des espérances aussi. Parce que c'est-à-dire que des fois, et ça je vous le dirai tout à l'heure aussi, on vient pour avoir des messages et finalement on reste bloqué sur une question bien précise. Et moi j'ai juste envie de vous dire, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que la personne, si de son vivant, elle ne voulait pas vous dire les choses, mais ce n'est pas parce qu'elle est partie qu'elle aura envie. Ça, il faut vraiment, comment dire, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut entendre de belles histoires où, quand on arrive de l'autre côté, on change, on s'améliore, on devient beau, on devient gentil, on devient... Mais il ne faut pas oublier qu'on garde quand même tout. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est-à-dire que souvent, quand ils viennent, ils se présentent tels qu'ils étaient. C'est-à-dire que quelqu'un qui était bougon, il va venir bougon. Quelqu'un qui va, à un moment donné, se dire, oui, quand même, j'ai abusé avec toi. Quand je dis abusé, hein, c'est sur le comportement, hein, le côté... j'aurais tendance à dire, écoutez, et parce que c'est pas parce qu'on a de la peine, c'est pas parce que les personnes sont de l'autre côté qu'il faut oublier leurs défauts. Parce que bien souvent, ils se présentent à nous avec leurs défauts. Et pour ceux qui n'ont pas envie vraiment de s'excuser, pour eux, ça va être une façon justement de s'excuser, de le reconnaître de cette façon-là. Et c'est vrai que des fois, on peut être à se dire non, il n'était pas comme ça. Mais si, parce que de l'autre côté, il insiste. Et c'est parce que justement, on a de la peine et qu'on a envie, on n'a pas envie de penser du mal de la personne, alors qu'on a tous nos défauts et nos qualités. Et bien souvent, ils se présentent avec. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, et c'est pour ça que prenez, quoi. Prenez. Hein. Ne dites pas non, 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 parce que finalement, vous avez peur de lui faire du mal, parce que vous êtes dans la peine, parce que... Non, quelqu'un qui était bougon, il était bougon. Voilà. Faut-il émettre des réserves sur une forme d'addiction? Là, c'est vraiment... il y a un rôle chacun a un rôle à attribuer à la médiumnité, mais je pense qu'il faut faire attention à l'addiction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous besoin d'un signe, on a tous besoin d'avoir un message, parce qu'on est constitué comme ça. Mais après, il ne faut pas vivre à travers ça, à travers eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours venir pour avoir un message ou consulter pour avoir des messages des personnes parties de l'autre côté. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais parce que c'est vrai, il faut éviter. Puis au bout d'un moment, je crois que
ça tournera en rond aussi. Voilà, hein, parce que qu'est-ce que ça apportera de plus voilà, c'est pas un jugement, hein, mais c'est simplement qu'il faut émettre des réserves par rapport à ça, quoi, de ne pas devenir addictif. Pourtant, certains dirigeants dans les camps de Montréal faisaient appel aux oracles déjà, Oui, les consulter régulièrement. oui. Aujourd'hui encore? Les dirigeants? Oh, sans doute. Moi, j'en ai pas hein, qui m'ont appelé, hein, mais voilà, non, mais oui, mais tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous, on fait partie quand même d'une communauté, si je peux dire, où finalement, on a complètement oublié nos morts, j'aurais tendance à dire. C'est peut-être violent hein, ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'avant, on les veillait, on les accompagnait. Aujourd'hui, et ça se fait plus, ça devient un sujet tabou quand même. On n'ose pas pleurer, on n'ose pas ci, on n'ose pas. Vous voyez? Alors que finalement, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, je ne dis pas qu'ils détiennent la vérité, hein, mais au contraire, enfin, c'est une renaissance, on fête, quoi, on accompagne et on reste. Tandis que là, je crois vraiment qu'on a créé quelque chose de tabou autour de ce sujet-là, et vous le voyez même quand nous, ou en tant qu'association, ou en tant que médium, alors qu'on fait de mal à personne, au contraire, il y a ce côté à finalement nous assimiler à des sectes, à un côté un peu où on fait du mal, où on fait du tort, où on se sert de la douleur des gens, alors que finalement c'est peut-être complètement l'inverse qui se passe. À partir du moment où on ne dit pas à ces personnes-là, ah oui, il t'en veut, donc il faut que tu reviennes, 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 et vous comprenez ce que je veux dire hein? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans l'inversion des mondes en ce moment? Pardon. Dans l'inversion de tout. Aujourd'hui, on a l'inversion de tout. Le bien et le mal. Oh, sans doute, hein. Sans doute. Après, ça, c'est un sujet encore bien plus ouais, philosophique, hein, tout à fait, ouais. Où finalement, chacun se fait sa petite idée. Est-ce qu'il faut aussi émettre des réserves sur une éventuelle supercherie? Je vais loin quand même, hein, mais c'est vraiment pour voilà, hein, de faire attention. Ce que je viens de dire. Mais tout à fait. Mais à contrario, je crois qu'il faut faire aussi attention à qui on va voir. C'est ça, hein, ce côté supercherie. Moi, j'ai envie de dire, ok, la médiumnité, elle est là, mais il faut faire attention aussi. Hein, c'est-à-dire que même vous, si vous allez consulter des personnes, faites-le toujours le bouche à oreille. Voilà, le bouche à oreille. Ne dites rien. Il faut répondre à minima quand même. Voyez, mais vraiment ce côté, c'est vous qui recherchez un contact avec vos bien-aimés, donc c'est à eux de vous prouver l'existence, ce n'est pas à vous de raconter. D'accord? Donc il faut faire attention à la supercherie et le bouche à oreille. Je pense que les associations comme la Source d'Espérance et comme il y en a beaucoup en France, les médiums qui y interviennent, on peut les qualifier quand même de sérieux, parce qu'en principe, ce sont des médiums qui interviennent dans beaucoup d'associations. Donc ça peut être un gage aussi de sérieux, mais aussi le fait du bouche à oreille, quoi. Si quelqu'un vous dit à celui-là, je suis allé le voir, top, j'ai rien eu à dire, ça a été pas des détails, des reconnaissances, voilà. Mais après, il faut faire attention aussi même des fois voilà, des petits rituels qui peuvent être autour de tout ça et qui peuvent créer la peur, hein, qui peuvent aussi être une forme de supercherie. Est-ce qu'on peut émettre des réserves sur sa place dans notre société? Est-ce que pour vous, enfin je vais être plus clair, est-ce que pour vous, la médiumnité a sa place dans notre société? Oui. Même si elle ne l'a pas encore tout à fait, mais... Et là, en fait, je vais vous lire un petit message que j'avais reçu d'une personne qui m'avait consulté. Et en fait, c'était justement pour vous faire ce petit parallèle par rapport aux messages qu'on peut recevoir et de se dire que de l'autre côté, ils ne sont pas parfaits, quoi. Il ne faut pas qu'on le devienne non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors,
ça, on s'en fiche. Alors, elle me disait juste quelque chose, mais aussi au niveau de la portée générale du message. Vous avez appuyé là où ça fait mal pour me faire avancer. Mais en fait, quand elle dit moi j'étais le transmetteur, mais c'était surtout lui qui appuyait là où ça faisait mal. Et là, il lui dit, pense à tout le mal pour que je ne te manque pas vraiment. Eddie a insisté sur le fait qu'il n'aurait pas pu m'apporter ni stabilité, ni bonheur. J'essaie de suivre son conseil, je m'y accroche pour ne pas vivre dans le regret de ne plus partager avec lui. Plus profondément, le fait que je ne dois pas être en manque de lui et en manque de mal. Et il lui dit, accorde-toi le bonheur et la lumière, ne prends pas le même chemin que moi, trouve ta place, laisse-toi aimer, vis cette vie en te disant que c'est possible d'être aimé et joyeux. Je veux te pousser à sortir de cette addiction que tu as de moi. Il faut affronter la réalité et la vérité. Arrête de m'aduler. En fait, j'ai transféré sur lui tout ce que j'aurais dû m'apporter à moi-même, du fait que de nos vies et de nos histoires qui étaient un peu parallèles, j'ai tout de suite accroché, plus. Comme une sorte de fascination, j'ai tout transféré sur lui pour éviter de me regarder. Et actuellement, je me cache encore derrière lui pour éviter de regarder le problème en face. Il m'a demandé de sortir de ce schéma pour des retrouvailles dans la lumière. Effectivement, mon amour doit contenir une bonne part de névrose et ce n'est pas cette partie-là qui doit rester à la fin. Et sans penser à l'autre côté, rien que dans cette vie actuelle, si je ne fais pas ce travail, je ne pourrai tomber que sur des personnes qui me renverront du négatif. Le fait que je doive m'ouvrir aux autres et à la vie en général, c'est exactement le défi de mon incarnation, depuis toujours et avant même de le rencontrer. Cela me semble impossible à réaliser, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été hyper repliée. Un système de défense qui m'a sans doute permis de survivre quand j'étais enfant. C'est comme vouloir revenir sur mon ADN. Avec le temps et les coups durs, cela empire et j'en viens à haïr l'incarnation, quelquefois même la vie elle-même. Depuis que j'ai un bon compagnon, une belle maison au calme que nous louons et un bon travail, j'ai demandé à la vie de bien vouloir me laisser sur le côté, tranquille, à me reposer dans un train quotidien, jusqu'à ce que je parte enfin de là. Cette attitude n'est pas correcte, il y a du boulot et vous me l'avez parfaitement mis sous le nez. Mais en fait, ce n'est pas moi, c'est lui qui lui, en fait, voyez ce qu'il lui a dit, quoi. Il lui a simplement remis la vérité en face en disant arrête de m'aduler. Parce que c'est toi, moi j'ai fait le choix d'arrêter parce que c'était un départ volontaire, mais toi tu dois continuer. Et on se retrouvera tous les deux dans la lumière parce que lui, il fallait qu'il avance de son côté et qu'elle, elle avance ici. Mais il a bien remis le doigt sur ses défauts à lui et sur ce qui lui avait fait vivre. Voilà. Pardon ? Tout à fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment prendre. Alors, on en vient finalement... La médiumnité, peut-on lui attribuer un rôle et lequel? Je vous donne la parole. Vous en avez marre de me parler? Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une ouverture de conscience, de reliance à l'être cher disparu, d'une vie après la vie, d'une connexion à soi ou à un ailleurs? Donc je vais continuer seule. Est-ce que... Comment? Oui, tout à fait. Mais là, exactement, c'était plus... tout à fait. Est-ce qu'on peut lui attribuer le rôle de dogme, de croyance, de doctrine sectaire? Pardon? Moi, j'aurais tendance à dire toujours attention. Effectivement, la vraie, enfin quand je dis la vraie, c'est pas péjoratif, enfin c'est pas, mais c'est surtout de toujours faire attention, de ne pas être enfermé dans des dogmes, dans des doctrines, dans des endroits où finalement c'est pour mieux vous tenir, d'accord? Donc attention, du bon sens, exactement, d'une aide thérapeutique, d'un accompagnement.
Le rôle de libération. Tout à fait. Donc, ça peut être une forme de libération, de permettre, de guidance, on l'a déjà dit, d'une ouverture spirituelle indépendamment de la religion. Hein? Tout le monde est d'accord? Alors là, je vais prendre la parole. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité. La médiumnité est libre de toute croyance, si ce n'est celle du cœur, de l'authenticité et de la sincérité. La médiumnité n'appartient pas à une vérité, mais aux vérités qui résonnent en chacun de nous. La médiumnité exercée avec amour et sincérité peut être considérée comme un formidable outil de communication avec l'au-delà et nos chers disparus. Je vous fais part d'un message canalisé, reçu, le 24 novembre 2018. Ma chère amie, la mort n'est pas une fin en soi. La médiumnité est un outil de communication entre deux mondes qui, en fait, n'en font qu'un. Il faut laisser la place au doute et la possibilité à chacun d'en avoir sa propre interprétation. Ce sujet est un très bon moyen pour échanger autour de cet univers qui est vaste tant par son interprétation que par la place que l'on peut lui attribuer. Petite synthèse. Au XXIe siècle, la médiumnité peut sans aucun doute se considérer comme un refuge, une forme de communication pacifiste, quelles que soient ses croyances, ses obédiences ou sa géographie. En ce sens, le bien fondé de son existence se traduit par cette notion de quiétude, de sérénité, de paix. Elle n'a sûrement pas la prétention d'être avant-gardiste, mais nul doute que nos liens peuvent résister au temps qui passe. Certains viennent pour la première fois, d'autres reviennent même s'ils se demandent pourquoi. Là encore, la médiumnité au sens général est difficilement interprétable, si ce n'est qu'elle déclenche des sensations d'apaisement et de tranquillité d'esprit. Nous savons tous que les chers disparus ne reviendront pas au sens propre, physiquement. Nous savons tous qu'on les rejoindra bien un jour. Y penser, en parler, c'est une forme de relation permanente avec eux. La médiumnité, sous toutes ses formes, peut aussi devenir un trait d'union, un lien avec les personnes disparues que l'on a aimées. Pour conclure, j'espère que ce sujet vous a plu et j'ai envie de finir par une citation de Victor Hugo qui représente bien d'une certaine façon ma vision et mon esprit en tant que médium. Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout. Ou plutôt, pourrais-je dire, je ne sais rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tous. Voilà. J'espère que cette conférence vous a apporté, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Et si vous avez des petites questions, juste avant qu'on passe à la pause, où tout était clair pour vous. Juste comme ça, vous levez le doigt. Est-ce que chacun, vous en faites, votre propre définition de la médiumnité, du rôle que vous lui attribuez par rapport à vous, à ce qu'elle vous apporte ou pourrait vous apporter? Oui. Oh là là. C'est dur, hein? Elle pose des questions. Donc c'était... Pardon? Voilà. En fait, c'était ça. C'était simplement, pour moi, cette conférence, surtout pas enfermer la médiumnité dans des vérités, quoi. Quand je dis dans des vérités, dans des doctrines, dans des dogmes, en disant que c'est comme ça, c'est pas autrement. Sur le fait que des personnes, parce que c'est un départ volontaire, elles ne sont pas bien. Moi, je peux vous dire par rapport à mes expériences, c'est faux. Par rapport au fait également qu'il faut attendre 4 mois, 6 mois, 8 mois, quand la personne vient de partir pour avoir un contact. Et j'ai envie de vous dire, c'est pareil. De l'autre côté, quand ils veulent venir, quand ils doivent venir, ils le font. Hein? C'est-à-dire que moi, j'ai eu des exemples où les personnes n'étaient pas encore enterrées. C'était le papa d'un président d'association
J'ai pris la photo, je ne savais même pas. Je lui ai donné un message et là, il est resté bête. Une autre fois, j'étais dans une autre association et là, j'aime bien raconter cette histoire parce que j'avais fait l'après-midi de contact et je prends la dernière photo. Et, euh, et la dame, elle était là, bien là, quoi, elle était bien présente. Je transmets tout ce qu'il y avait à transmettre. Et à la fin, la dame à qui j'ai transmis le message prend le micro. Elle me dit, je voudrais juste rajouter quelque chose. Et je pense que cette dame avait sans doute entendu qu'il fallait attendre tant de temps, que voilà, qu'il fallait pas les déranger, qu'il fallait pas. Et elle m'a dit, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que cette dame est partie il y a 48 heures et qu'elle n'est pas encore enterrée. Et là, je me souviens, j'avais adoré la fin de cette conférence, quoi, parce que c'est un peu, voilà, ce côté à dire qu'il ne faut pas l'enfermer dans des carcans, quoi. Et une autre personne prend le micro, elle dit, mais je ne comprends pas. Comment c'est possible alors qu'on nous dit qu'il faut toujours attendre au moins 4 à 6 mois? Et j'ai regardé le monsieur, je dis tout simplement parce qu'il n'y a pas de vérité. Et ils font ce qu'ils veulent de l'autre côté. Pas la société. Les médiums, certains médiums qui... non mais, c'est pas... Ah ben si, c'est... Moi, attention, c'est parce qu'on crée, il y a toujours ce sentiment alors que je pense qu'il y a autant de différences que ce qu'on est tous différents ici. C'est-à-dire que si vous devez avoir le message à un instant T, et comme j'ai répondu à la personne qui ne comprenait pas, parce qu'elle a bien dit, on nous dit tout le temps, c'est une personne qui venait sans doute, et puis moi je l'ai entendu aussi, hein, et là, ben, c'était tout simplement une façon de dire, il n'y a pas de vérité. Si je dois venir, je viendrai. Si je ne dois pas venir, je ne viendrai pas. Après, peut-être qu'il y a un moment de réparation derrière. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas l'affirmer. D'accord? Donc ça, je laisse ça à ceux qui l'ont vécu, je ne pourrais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne, elle va peut-être venir avant ses obsèques, 48 heures après, le soir même, voyez, délivrer des messages. Et peut-être qu'elle va disparaître pendant 3, 4, 6 mois, 7 mois. Mais par contre, elle, ce qui était important pour elle, c'était de rassurer ses proches maintenant et pas après. Voyez? Et comme quoi, il n'y a pas de vérité, quoi. Il n'y a pas de règle, tout à fait. Voilà, je finirai sur ça. Merci.